Bienvenue à tous. Je suis ici pour représenter l'axe reproduction santé de la mère et de l'enfant. Le centre de recherche est organisé en axes qui correspondent à la mission du CHU de Québec, qui est responsable de la santé et des services tertiaux de 2,4 millions de population. Et il se fait dans notre centre hospitalier 8500 accouchements par année. Et c'est un centre de référence en grossesse à risque et en pédiatrie. Ça interpelle beaucoup et ça influence la mission de notre axe qui porte sur la reproduction, santé de la mère et de l'enfant. Et on a en fait 3 thématiques à l'intérieur de notre axe, la reproduction et l'infertilité, grossesse et développement fœtal et la santé du nouveau-né et de l'enfant. Notre axe regroupe une quarantaine de chercheurs, tant fondamentalistes que cliniciens. Aujourd'hui, on a 3 intervenants qui vont présenter. Moi, le premier. En fait, je ne veux pas beaucoup insister sur les travaux qu'on fait dans mon laboratoire. Je vais y faire référence à la fin de mon intervention. Mais je veux surtout définir ce qu'est l'infertilité masculine. Et par la suite, notre jeune recrue, le Dr Bellany, va nous parler de l'épididyme, qui est un organe du système reproducteur masculin, qui est impliqué dans les modifications que le spermatozoïde subit et qui permettent aux gamètes mâles d'acquérir leur pouvoir fécondant. Et finalement, le Dr Jacques J. Tremblay, qui va nous parler de l'environnement pendant la grossesse et l'impact sur la santé reproductive masculine, un enjeu de société. Les 3 intervenants sont professeurs au département d'obstétrique, gynécologie et reproduction de la faculté de médecine de l'Université Laval. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer au cours de ma conférence. Je vais brièvement débuter par quelques définitions. La distinction entre la fertilité et la fécondité. La fertilité est la capacité d'induire une grossesse. L'infertilité est la capacité de mener à terme une grossesse. En corollaire, l'infertilité est une difficulté à concevoir et la stérilité, elle, est une incapacité de concevoir. Évidemment, les causes sont multifactorielles et ce qui nous interpelle surtout en termes de recherche à l'intérieur de notre axe, des gens qui s'intéressent à l'infertilité masculine, ce sont les causes d'infertilité masculine. L'infertilité masculine, on en entend beaucoup parler. Vous avez entendu les baisses de production de spermatozoïdes dans le temps dans différents pays. Mais en fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, un couple sur 7, à peu près, dans sa vie reproductive, va être confronté à des problèmes d'infertilité. Et ça semble relativement stable dans le temps, malgré la perception qu'on peut en avoir. La fréquence, par contre, peut varier d'une région à l'autre. Des régions qui vont être exposées à des pesticides ou à différents polluants ou conditions environnementales qui peuvent affecter la fonction reproductive peuvent varier d'une région à l'autre et faire en sorte que ces problèmes d'infertilité masculine ont une fréquence variable d'une région à l'autre. Mais globalement, environ un couple sur 7 au niveau mondial va être confronté à ces problématiques. Chose intéressante, c'est, j'ai pris ça comme exemple, en France, 14% des femmes vont consulter pour infertilité, ce qui est près de la fréquence reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'aux États-Unis, seulement 50% des couples infertiles vont consulter pour infertilité. L'infertilité, la fréquence va être déterminée par la fréquence à laquelle les couples vont consulter pour l'infertilité. Et ça, évidemment, c'est déterminé par l'accessibilité de ces soins-là au niveau des systèmes de santé qui peut varier d'un pays à l'autre. Les causes d'infertilité sont variables. Je m'excuse, j'ai quelques diapos en anglais. La reproduction, c'est la seule grande fonction physiologique qui, au niveau biologique, on ne peut pas réaliser seul. Okay? Ça implique 2 partenaires.
Donc, les pathologies, la pathophysiologie associée aux problèmes de reproduction vont impliquer un des deux partenaires ou les deux. Et grosso modo, on peut tirer, il y a différentes figures, là, ça dépend. Le diagnostic de l'infertilité va dépendre de l'effort de diagnostic qu'on va porter pour trouver ces pathologies-là. De façon générale, on dit un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers facteur féminin, un tiers facteur masculin et des causes qui impliquent les deux partenaires. Il y a une petite boîte ici qu'on dit des 100 causes diagnostiquées. On parle d'infertilité idiopathique, c'est-à-dire qu'avec les instruments diagnostiques disponibles, on n'a pas déterminé de cause d'infertilité. Et moi, c'est une case qui m'interpelle beaucoup parce que j'ai beaucoup l'impression que l'homme contribue aux infertilités idiopathiques. Comme je vous le disais, ça dépend de l'effort diagnostique de déterminer les causes d'infertilité. Au début de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler avec des cliniques de reproduction assistée, j'étais vraiment étonné jusqu'à quel point on avait développé beaucoup d'instruments diagnostiques, beaucoup de traitements pour pallier aux problèmes d'infertilité féminine, alors que chez l'homme, très peu d'instruments diagnostiques étaient disponibles. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un petit sketch qui démontre ça un peu, où en clinique d'infertilité, la femme va être investiguée pour son ovulation, la qualité de sa glaire cervicale, la réceptivité de l'endomètre de l'utérus, alors que chez l'homme, en fait, sa contribution au processus reproductif au niveau biologique, c'est de produire la semence et de la déposer au bon endroit, au bon moment. Ça peut être facilement étudié en laboratoire pour déterminer des causes d'infertilité. Les causes d'infertilité ou de stérilité sont variables. Il y a des causes endocriniennes, des causes génétiques. Il peut y avoir un mélange des deux. Il y a des causes génétiques qui peuvent influencer l'environnement endocrinien, comme disons une mutation du récepteur aux androgènes va avoir un effet, un impact sur l'endocrinologie. Il y a des causes immunologiques, des causes anatomiques, des états de santé aussi qui peuvent affecter la fertilité du partenaire masculin, féminin aussi, et les causes dites idiopathiques qui, comme je vous dis, dans mon cas en particulier, m'interpellent beaucoup. Pour définir une pathologie, il faut connaître la normalité. Ça fait que la fécondité, la fertilité, se définit par une probabilité d'obtenir une grossesse au cours d'un cycle ovarien chez des couples qui ont des relations sexuelles non protégées dans le but d'enfanter. Fait que chez un couple normal, sans problème d'infertilité, à chaque cycle ovulatoire, on a 20 de chance d'avoir une grossesse. Hein? Ça fait que 20 de chance au premier mois, 20 couples sur 100 vont avoir une grossesse. Au deuxième mois, 20 encore de chance des 80 couples qui n'ont pas obtenu de grossesse. Donc, 36 des couples au bout du deuxième mois, les couples fertiles vont avoir obtenu une grossesse, et ainsi de suite. Ça fait que le taux cumulatif de grossesse obtenue chez des couples fertiles qui ont une probabilité d'enfanter à chaque cycle, probabilité de 20 va augmenter rapidement, mais va plafonner parce que vers la fin, vous avez 20 d'un 14 ou 20 d'un 11 des couples qui n'ont pas été fertiles, qui n'auront pas engendré. Donc, on va définir l'infertilité par rapport à cette normalité-là. C'est que l'infertilité va être envisagée, pourra commencer à être investiguée chez les couples qui ont eu 12 mois de relations sexuelles non protégées dans le but d'enfanter. Okay? Parce qu'au bout de 12 mois, seulement 93 des couples fertiles vont avoir engendré, seulement 7 n'auront pas engendré. L'infertilité, qui est une difficulté à obtenir une grossesse, va influencer ce pourcentage de probabilité-là. Fait que chez certains couples infertiles, qui ne sont pas stériles, la stérilité étant par opposition une incapacité à engendrer, la probabilité par cycle peut être de 3 de 9 de 12 ce qui augmente beaucoup le temps d'obtenir une grossesse.
Fait que les interventions, surtout en procréation médicalement assistée, vont avoir pour but d'augmenter la probabilité de grossesse chez ces couples qui ont une probabilité diminuée d'enfanter. Si on veut déterminer ce qu'on a défini, c'est une observation clinique, chez des couples normaux, 20 de grossesse. Chez certains couples, après 12 mois, il n'y a pas de grossesse obtenue. On soupçonne une infertilité. Pour déterminer les causes masculines d'infertilité, c'est simple. On a la semence qu'on peut obtenir du partenaire masculin, amener ça en laboratoire et en faire l'examen pour essayer de comprendre cette baisse de probabilité d'engendrer. Les premières personnes, les premières équipes qui sont penchées sur la question se sont dit, mais c'est la façon la plus logique, c'est de dire c'est une question de nombre. Bon, il y a suffisamment de spermatozoïdes dans l'éjaculat pour permettre de féconder l'ovule au moment d'un cycle ovarien. Ici, j'ai un graphique qui représente le nombre, la concentration de spermatozoïdes dans l'éjaculat d'hommes infertiles, donc des couples qui essaient de concevoir depuis 12 mois, ou des couples fertiles. C'est le pourcentage de ces hommes-là. Vous avez 10 des hommes, 20 des hommes, 25 des hommes, par tranche de 20 millions de spermatos. C'est que si vous avez des hommes qui ont de 0 à 20 millions de spermatozoïdes par ml dans leur éjaculat, ici de 20 à 40, de 40 à 60, et ainsi de suite, et vous voyez que c'est très similaire entre les hommes infertiles et les hommes fertiles en termes de portrait, la quantité de spermatozoïdes présents dans l'éjaculat. La seule différence significative se situe entre 0 et 20 où chez les hommes infertiles, il y a plus de gens qui ont peu de spermatozoïdes dans leur éjaculat, mais c'est seulement 18 des couples infertiles versus 8 des couples fertiles. Donc, la relation entre la concentration de spermatozoïdes et la fertilité ou l'infertilité est loin d'être évidente. Ça devient plus complexe lorsqu'on regarde les concentrations de spermatozoïdes chez un même individu à différents moments dans le temps. Ça, c'est une image que j'ai tirée de l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a comme mission d'établir la normalité des paramètres biométriques ou biologiques chez les humains normaux. Et une de ces missions, ça a été d'établir la normalité des qualités de sperme dans un éjaculat. Et dans le livre qui démontre, qui décrit ça, vous avez cette figure-là, où vous avez la concentration de spermatozoïdes chez un individu qui a produit 2 éjaculations de spermatozoïdes, 2 éjaculations par semaine pendant 120 semaines. C'est que vous voyez ici, si on met la barre à 20 millions de spermatozoïdes par ml, comme on retrouvait ici, bien, vous voyez que, sans faire de mauvais jeu de mots, il est peut-être plutôt enthousiaste au début de l'étude, mais qu'il y a des périodes un petit peu déprimantes au cours de l'étude. On a pensé un certain temps qu'il y avait des tendances saisonnières à ça. Une belle journée pluvieuse du mois de novembre comme aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que ça soit plus bas. Et aussi dans le contexte de l'investigation de l'infertilité masculine, l'état de stress est souvent présent au moment de la production de la semence qui va être utilisée pour l'examen, mais on peut s'attendre à ce que ça soit plus bas que la normale. Donc, les concentrations de spermatozoïdes ne sont pas un facteur, c'est sûr que c'est un facteur qui a un impact si vous avez très, très peu de spermatozoïdes, mais qui n'a pas de relation directe avec la fertilité d'un homme. Et ça peut varier dans le temps chez un individu. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a très longtemps dans mon laboratoire, à l'époque où on avait de la pellicule photo dans les caméras. Vous avez des spermatozoïdes humains ici éjaculés, puis ça, c'est des spermatozoïdes d'hamster. Je travaillais chez l'hamster à l'époque. Vous voyez, les formes sont très variables d'un individu à l'autre. Et chez l'homme, étrangement, il y a beaucoup de formes anormales au niveau des spermatozoïdes. Une grande proportion des spermatozoïdes vont être morts, vont avoir une morphologie déficiente, et c'est considéré comme normal. Vous en avez un exemple ici
de spermatozoïdes qui ont des formes anormales. Vous voyez un beau spermatozoïde classique chez l'humain, normal. Ici, vous avez une tête en battant de cloche, flagelle ongulé, 2 flagelles, spermato à tête ronde, gouttelettes cytoplasmiques. On retrouve ça dans la semence humaine, à une proportion qui peut aller jusqu'à 40 % chez des hommes normaux. Donc, ça, fait partie de notre physiologie reproductive chez l'homme et n'est pas nécessairement un reflet, sauf dans des cas très, très particuliers, d'un indice de fertilité. Ça, c'était juste pour me le rappeler. L'Organisation mondiale de la santé a établi les normalités du spermogramme chez l'humain. On s'attend à avoir au moins 2 ml, 50 % de spermatozoïdes mobiles et 20 millions de spermatozoïdes par ml en concentration. Ça, c'est des valeurs de normalité, mais qui ne sont pas nécessairement un critère diagnostique d'infertilité. Ça, c'est la 5e édition en 2010. Moi, j'ai fait mes classes avec la 2e édition et les concentrations de spermatozoïdes ont baissé de moitié depuis la 2e édition. Donc, c'est un portrait global de la population, mais ce n'est pas nécessairement un instrument diagnostique d'infertilité. Le message que je voudrais vous donner, c'est les spermatozoïdes chez un individu, ce n'est pas une population de cellules homogènes. C'est un peu comme j'ai eu la chance d'aller en Chine il y a quelques années, visiter le mausolée de soldats en terre cuite d'un empereur chinois qui date de 2000 ans, mausolée de Qin Shi Huangdi. Et les empereurs avaient l'habitude d'enterrer leurs soldats avec eux quand ils mouraient. Cet empereur-là a eu l'idée de faire des personnages en terre cuite de grandeur nature, puis les enterrer plutôt que d'enterrer les soldats vivants. Ce qu'il y a de frappant, regardez, il y en a des milliers, puis il y a plusieurs chambres, c'est que chaque personnage est différent. Ce n'est pas des moules ou les... Fait que les spermatozoïdes, c'est un peu la même chose. Vous avez une cohorte de cellules, et chaque cellule est différente. Et c'est en essayant de comprendre la particularité de ces cellules-là, puis leur hétérogénéité, qu'on peut comprendre la variabilité de fertilité chez des individus. C'est ce à quoi je m'efforce de répondre depuis plusieurs années. Pour toute étude, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire des cohortes de patients, déterminer leur taux d'infertilité, étudier leurs semences. C'est impossible parce qu'on est monogames en général, nous, les humains. Ça fait que j'ai eu l'idée d'utiliser le taureau comme modèle pour comprendre la variabilité de fertilité chez la mâle. Chez le taureau, on essaie de conserver aussi l'anonymat de nos donneurs. Pourquoi le taureau? Parce qu'il y a une grosse industrie de production de semences de taureau, particulièrement au Québec. Nos vaches laitières ont une génétique qui font en sorte qu'ils sont des championnes de production de lait. Fait que les taureaux sont sélectionnés en fonction des caractéristiques génétiques de leurs descendants. Et il y a des taureaux qui vont servir à produire la semence. La semence va être congelée et cette semence-là est vendue dans différents pays pour inséminer les vaches pour entretenir les troupeaux de vaches laitières. On a la chance d'avoir ça près de chez nous à Québec. La R&D de l'Alliance Bovitec qui produit toute la semence canadienne de taureaux est pas loin de chez nous. On collabore avec eux parce que certains de ces taureaux-là, vous voyez une cohorte de taureaux qu'on a utilisée, qu'on a déterminé leur fertilité. Et ces taux de fertilité-là sont basés sur plusieurs inséminations. Vous voyez, ce taureau-là ici a inséminé 16 239 vaches différentes. Et on sait si ces vaches-là ont eu une grossesse, on peut éliminer des facteurs confondants et on peut avoir des taux de fertilité très précis pour ces individus-là. Okay? Fait que pour moi, c'est un modèle idéal ça, pour essayer de comprendre la variabilité de la fertilité chez les mâles. C'est ce qu'on fait, je vous résume ça grossièrement. On obtient, grâce à notre collaboration avec les gens de l'industrie, des spermatozoïdes de ces taureaux-là dont on peut quantifier précisément la fertilité. On extrait les protéines, on compare les profils de protéines dans des taureaux de différentes fertilités. Et les protéines qui montrent des différences, on
On les caractérise par des techniques de protéomique. Là, on a une plateforme très performante ici au centre de recherche. Et on peut identifier quelles sont les protéines de taureaux qui pourraient être des marqueurs de la fertilité chez ces taureaux-là. Ce qu'on fait par la suite, on collabore avec les cliniques de fertilité et on obtient la semence d'hommes qui consultent, qui vont aller en reproduction médicalement assistée, dont on connaît les résultats. Et on va mettre en parallèle les résultats chez le bovin avec ceux de l'humain pour voir si ces protéines-là existent aussi chez l'humain. Et en parallèle à ça, on travaille avec les gens de Transplant Québec et on obtient, suite au consentement des donneurs et des familles, des tissus du système reproducteur masculin. Et on fait des études de génomique pour voir à quel endroit dans le système reproducteur masculin ces protéines-là qui s'associent aux spermatozoïdes proviennent pour essayer de comprendre la pathophysiologie de la variabilité de l'infertilité chez les différents individus. Je ne veux pas aller plus loin que ça dans ce qu'on fait dans mon labo. Je voulais simplement introduire le concept d'infertilité. Ça fait que le message à retenir, c'est que les hommes contribuent à environ 50% des causes d'infertilité et stérilité dans le couple. L'infertilité est une probabilité réduite d'une grossesse dans le contexte de relations sexuelles non protégées dans le but d'engendrer. Les paramètres de la semence du spermogramme, concentration de spermatozoïdes entre autres, c'est un instrument parmi d'autres pour comprendre l'infertilité masculine. Ce n'est pas une réponse noire ou blanche. Et nous, on pense qu'en utilisant des modèles animaux appropriés et en mettant ça en conjoncture avec des techniques de protéomique, génomique, on va réussir à comprendre les causes d'infertilité masculine et d'élaborer des stratégies d'intervention clinique appropriées pour les couples qui consultent pour infertilité. Là-dessus, je vous remercie. Tout ça se fait avec des étudiants, évidemment, des collaborateurs, beaucoup les gens ici des plateformes en protéomique, génomique, qui sont des grands partenaires. Des partenaires comme Bovitech, les gens de l'industrie, les gens de Transplant Québec, des gens des cliniques qui font de l'infertilité masculine, ici ou ailleurs, des chirurgiens de Transplant Québec, des cliniques de procréation médicalement assistée, les organismes subventionnaires. En préparant ma diapo, je me suis rendu compte que les instituts de recherche en santé du Canada subventionnent mes travaux. Ça va faire 30 ans sans interruption au mois d'avril prochain. Ça fait que sans le support des organismes subventionnaires, on ne pourrait pas mener ce type d'études. Fait que sur ça, je pense qu'on va garder les questions pour la fin.